Ce n'est pas la faute de l'organisateur, c'est pas la faute de l'invité, c'est la faute de l'adjointe Nathalie Perrin-Gilbert, adjointe à la culture auprès du maire de Lyon. Je salue ma collègue Audrey Enoch, première adjointe auprès du maire de Lyon. Je ne vais pas parler très longtemps parce que déjà je suis en retard, donc je suis punie. Mais simplement vous dire ma joie de vous accueillir dans les salons rouges de l'hôtel de ville, la joie d'accueillir l'association Lyon BD, représentée par son directeur ici même, Nicolas Picato, et puis des membres de l'association ici présents également. C'est le démarrage, ce jour, de Lyon BD Festival. Alors un Lyon BD Festival qui se transforme en saison, parce qu'on s'est dit, pourquoi juste un festival ? Pourquoi pas toute une saison de la bande dessinée à Lyon, au regard de la richesse des partenariats, de la présence des auteurs, des autrices, des dessinateurs, des scénaristes, des traducteurs également. Voilà, donc on est parti sur une saison et puis ça s'explique également par l'ouverture toute récente du collège graphique, l'ancien collège Truffaut sur le premier arrondissement de Lyon. Et donc ce collège graphique qui, sous l'impulsion de Lyon BD, en partenariat avec d'autres structures, je pense par exemple aussi à l'épicerie séquentielle, accueille et va accueillir de plus en plus des artistes sur des ateliers de travail, de dessin, de création. Et donc c'est vrai que, et vraiment j'en suis heureuse, nous nous inscrivons de plus en plus dans du temps long, dans de la création tout au long de l'année, plutôt que, voilà, on fait un festival, on est content, on remballe, et puis on se revoit l'année prochaine. Ça n'a jamais été tout à fait ça, Lyon BD Festival, j'exagère, mais l'idée c'est vraiment de faire vivre la culture, les arts, et ici le 9e art, la bande dessinée, tout au long de l'année, et en accordant une place toute particulière aux artistes. Voilà pourquoi on passe de festival à saison et pourquoi, en effet, les temps forts seront autour du collège graphique. Mais là aussi, je voudrais remercier les musées, par exemple, de la ville de Lyon, parce que le Lyon BD va être présent dans nos 6 musées, c'est ça, 6 musées municipaux. Nous avons des liens aussi avec la bibliothèque municipale. Enfin voilà, Lyon BD sera évidemment pas que au collège Truffaut, il sera dans toute la ville. Les musées en sont un exemple, mais encore une fois, il y a plein d'autres exemples. Et il y en a un autre exemple, et nous allons en parler ce soir, et je vais terminer par cela. C'est la coopération avec l'Institut culturel italien. Et je vous en remercie, Madame, vivement. J'apprécie vraiment les liens que nous développons ensemble entre l'Institut culturel italien et la ville de Lyon. Nous étions ensemble aux archives municipales de Lyon pour une très belle exposition autour de la mosaïque et des savoir-faire des mosaïstes et de l'histoire de la mosaïque italienne à Lyon. Et nous sommes là, réunis aujourd'hui, mais pendant plusieurs jours, voire semaines, autour de l'exposition. Et voilà, l'exposition qui est accueillie par l'Institut culturel italien, où vous allez aller tout de suite après cet accueil en mairie, puisque cette rencontre qui est donnée en langue française à l'hôtel de ville sera donnée, je crois, en italien, moitié-moitié, mi-italien, mi-français peut-être, à l'Institut culturel italien. Une exposition autour d'Italo Calvino, figure culturelle italienne, et un hommage rendu par des artistes italiens, mais pas que, des dessins notamment, autour des écrits d'Italo Calvino. Et si j'ai bien, je n'ai pas vu encore l'exposition, je viendrai la découvrir, mais si j'ai compris, c'est notamment, alors je ne sais pas si c'est le sujet de l'exposition, non, ça y est, excusez-moi, je n'ai pas révisé. Le sujet de l'exposition, c'est la jeunesse, les contes, me semble-t-il. Si j'ai tout faux, vous me le direz. Et je crois que ce sont
des choix qui viennent du festival de livres jeunesse de Bologne. C'est ça, hein? C'est bon, voilà. Et donc, c'est en lien avec la ville de Bologne, son festival, dont vous êtes partie prenante. Pas spécialement, voilà. Par contre, vous êtes directeur de l'Institut culturel italien à Paris. Vous avez été, et vous êtes, quand même, j'ai quand même un peu réalisé, et vous êtes correspondant pour la France dans le quotidien La Repubblica. Un peu. Hein, mais il me semble que j'ai pas tout faux là quand même. Bon, très bien. Et donc, cette exposition très belle, dans le cadre de Lyon BD, et autour d'Italo Calvino, avec l'aide de la ville de Bologne, qui est accueillie par l'Institut culturel italien, et nous vous accueillons ce soir, monsieur Fabio Gambaro, pour une conversation, une masterclass même, autour justement d'Italo Calvino, mais je crois des liens entre Italo Calvino et la France, et peut-être même avec Paris. Voilà. Et donc, nous allons vous écouter avec un grand plaisir, converser avec vous un grand plaisir. Je vous remercie de votre venue, de votre présence, de cette masterclass que vous nous proposez. Et je nous souhaite à toutes et à tous une belle soirée, un très beau festival Lyon BD. Et puis, je vais rester avec vous pour accueillir et écouter cette très belle masterclass. Merci. Buonasera. Je commence toujours comme ça, mais après je continue en français. Ne vous inquiétez pas. Alors ça, je rajoute juste un grand remerciement à l'Hôtel de Ville qui nous accueille ce soir, Madame Perrine Gilbert, Madame Enac et Nicolas Picato qui est notre copain pour cette conférence, pour cette rencontre ce soir. L'occasion est donnée avant tout, je me permets de le dire, du fait que c'est l'anniversaire, c'est le centenaire de la naissance de Italo Calvino en 2023. Un peu partout dans le monde, en France notamment, il y a des manifestations qui sont organisées et nous avons voulu associer les deux éléments pour parler de Italo Calvino, de l'illustration que, comme vous l'avez dit correctement, a été proposée, l'expo qui a été proposée par Bologna Children's Book Fair, qui est une occasion très importante de rencontre en Italie pour l'illustration, les livres de jeunesse. Bologna Children's Book Fair nous propose depuis des années des expos, des expositions d'illustrateurs, d'auteurs, et nous avons choisi de présenter cette exposition de 61 panneaux qui se trouvent tous montés à l'Institut culturel italien. Donc je vous invite, si vous voulez, si vous pouvez, venir à 18h30 pour ce vernissage officiel de l'exposition qui restera tout l'été à l'Institut. Et si vous me permettez, je voulais vous présenter aussi Fabio Gambaro. C'est un ami, un collègue, comme un journaliste et un écrivain. Il a créé, il y a 8 ans, le Festival Italissimo, qui depuis 3 ans fait étape aussi à Lyon. Vous le savez peut-être, Italissimo à Lyon depuis 2021 se réalise à Lyon en septembre, octobre, fin septembre, début octobre. D'habitude, la prochaine édition sera 29, 30 septembre, 1er octobre. Pour vos agendas. Donc Fabio Gambaro est journaliste à la Repubblica et il fait aussi des articles pour la partie culturelle de la Repubblica par rapport à la France et sur le monde par rapport à l'Italie, souvent. Il est depuis 30 ans, il habite à Paris, au moins. C'est un passionné de livres. Et donc il a cette qualité de passeur entre
la culture italienne et la culture française. Et je vous le dis parce que la littérature française est connue en Italie grâce à ses articles, à ses morceaux qu'il écrit pour la Repubblica sur les auteurs français. Donc il fait le double service. Et aussi, il est aujourd'hui ici à cause de son dernier livre, qui est Le Scoiattolo sulla Senna. On a quelques exemplaires. Il est en italien. C'est un livre qui vient de sortir, même pas un mois, je crois. Il a été présenté au Salon du Livre et dans d'autres occasions par rapport justement au centenaire d'Italo Calvino. C'est un livre où Fabio reconstruit parfaitement la période parisienne de l'écrivain. Et le titre d'aujourd'hui, Calvino et la France, pourrait être légèrement à côté par rapport à ce qu'il va nous dire, parce que Calvino n'a jamais vécu à Lyon. Je pense il y est passé, il a voyagé en voiture entre Paris et Turin, il est passé par la France, il a traversé l'Hexagone, mais ce qu'il a déclaré est que Paris, c'était sa ville de la maturité et de l'exploration, non pas Lyon. Pourtant, je vous dirais que donc, les fréquentations de Italo Calvino entre 1967 et 1980 à Paris étaient donc marquées par des rencontres avec des intellectuels, des groupes, sûrement Fabio va parler de Oulipo, de Queneau, de Roland Barthes, Georges Perec. Et moi, pour conclure, je dirais, si Paris par métonymie est la France, Calvino est aussi l'avant-garde culturelle, littéraire italienne des années 60, 70, 80. Et je te demande, Fabio, si tu es d'accord sur ça, et si tu peux nous dire un peu l'explication de ce titre, L'écureuil sur la Seine. Merci pour cette présentation, merci pour votre invitation. Je suis vraiment heureux d'être là avec vous pour vous parler de Calvino et sa relation avec la France, disons avec la culture, sa relation avec la culture française. Après, il faut rappeler que Calvino effectivement a vécu à Paris pendant 13 ans. En général, on ne le sait pas trop. Même en Italie, c'est un peu effacé cette information. C'est-à-dire les gens ils pensent Italo Calvino, c'est un écrivain qui a vécu toute sa vie à Turin. En fait, c'est pas vrai. Et la partie centrale de sa vie, entre 1967 et 1980, il a vraiment habité à Paris. Il avait sa maison, il avait sa famille, sa fille était scolarisée à Paris, et donc c'était sa résidence principale, même s'il a continué d'avoir des relations de travail avec l'Italie, avec Turin, avec la maison d'édition Einaudi pour laquelle il travaillait. Donc il avait une relation très étroite avec la culture française qui existait bien avant de venir à Paris. C'est-à-dire que Calvino, et là après je vais te répondre pour la question de l'écureuil sur scène. En fait, Calvino, c'est un écrivain qui a commencé à écrire tout de suite dans l'après-guerre, en 1947, son premier roman, Les Sentiers des Nids d'Araignées, pour lequel Cesare Pavese, un autre grand écrivain italien, a publié un article dans un journal italien de l'époque, l'Unità, pour parler de ce premier roman d'Italo Calvino, en disant ces romanciers, c'est un écureuil de la plume. Son idée, c'était de dire, d'exprimer toute la légèreté, l'inventivité, la souplesse, la rapidité de l'écriture de Calvino. Du coup, souvent, quand on parle de Calvino en Italie, on parle de l'écureuil de la plume. Et voilà, j'ai cherché un titre pour ce livre qui parlait de Calvino à Paris. Alors je me suis dit, au lieu de tout banalement dire Calvino à Paris, je me suis dit l'écureuil sur scène, c'était plus sympa. Donc voilà, c'est un peu plus intriguant. Et donc ça, c'est la raison du titre. Et je disais, Calvino, c'est un écrivain qui a commencé en 1947 et qui presque tout de suite a commencé à travailler pour la presse et pour l'édition. Et dans le cadre de son activité de journaliste culturel et d'éditeur chez Einaudi, la grande maison d'édition italienne de Turin, il s'est beaucoup intéressé à la culture française. Donc,
Tout ça pour dire que sa relation avec la culture française datait bien avant que son déménagement concret à Paris. Et c'était une relation assez importante, hein, parce qu'il a été plusieurs fois à Paris, il a connu plusieurs personnes du monde de l'édition, il a connu des écrivains, il a connu des éditeurs, et il a noué des liens importants avec certains d'entre eux, par exemple Raymond Queneau, duquel il a traduit Les Fleurs Bleues. Non, lui personnellement, il a traduit tout ça pour vous dire que Calvin parlait assez bien le français, il le connaissait bien. Et donc ces liens avec la culture française, c'était un lien assez important qui existait depuis toujours un peu. Et effectivement, à un moment de sa vie, Calvin a décidé de ménager à Paris. Alors on pourrait se demander pourquoi. Comme toujours, il y a des raisons qui sont à la fois personnelles, parce qu'entre-temps, il s'était marié avec Esther Singer Calvin, ou Chichita, que les amis appelaient Chichita, qui était une jeune femme argentine qui était venue s'installer à Paris depuis quelques années. Donc, Calvin, on l'a connue à Paris, et un an plus tard, ils se sont mariés, et au début, ils ont vécu pendant 2 ans à Rome, mais pour Chichita, c'était probablement plus simple de vivre à Paris parce qu'elle était traductrice à l'UNESCO et auprès d'autres institutions françaises. Et donc, disons, il y avait des raisons familiales qui faisaient que c'était plus simple de venir à Paris. Mais à côté des raisons familiales, il y avait aussi des raisons peut-être plus culturelles. À ces moments-là, Calvin, il est plutôt isolé dans la culture italienne, parce que si vous imaginez la culture italienne des années 60, c'est la fin de la grande période de l'engagement politique. Calvin était communiste, hein, il était engagé dans une perspective esthétique et littéraire qui était celle du Parti communiste, du réalisme, d'une culture qui devait être au service de la transformation de la société. Et peu à peu, il s'est éloigné de cette vision du monde et de la littérature. Il est sorti du Parti communiste en 1956, après l'invasion de Budapest. Et peu à peu, il s'est éloigné de ce monde de l'engagement politique lié au Parti communiste italien. Mais en même temps, il ne s'est pas reconnu dans l'autre grande famille ou école de la culture italienne de l'époque, qui est celle de la néo-avant-garde. Dans ce moment-là, il y a tout un bouillonnement dans la culture italienne. Il y a tout un tas de jeunes écrivains, artistes, peintres qui essayent de transformer et la littérature et la société. Umberto Eco, par exemple, à l'époque, c'était le grand théoricien de tous ces mouvements, hein, avec son fameux livre « L'œuvre ouverte ». C'était un mouvement que Calvin regardait avec grand intérêt, mais dans lequel il ne se reconnaissait pas. Et donc, il se retrouvait aussi éloigné de ces gens-là. Et peu à peu, et ça il le dit hein, dans plusieurs interviews de l'époque, dans plusieurs de ses écrits, il se retrouve plutôt isolé dans la société italienne de l'époque, dans la société culturelle italienne de l'époque. Il ne se reconnaît dans aucun groupe, dans aucune famille. Et en même temps, il est à un moment où il est en train un peu de changer sa façon d'écrire, de travailler. Il avait déjà écrit les 3 grands romans de nos ancêtres, hein, Les Barons Perchés, Les Chevaliers Inexistants et Les Vicomtes Pourfondus, hein, qui avaient fait sa grande renommée en Italie. Mais il était déjà un peu en train de s'éloigner de cette modalité d'écriture. Donc voilà, il y a un moment de sa vie un peu où il hésite. Il s'est dit, c'est le moment de se taire. Hein. Il y a certaines de ces déclarations qui disent on parle trop, nous les écrivains, on s'exprime beaucoup, on s'exprime trop, il faut s'arrêter, il faut prendre du recul, il faut s'isoler. Et sa façon de prendre du recul, de s'isoler, c'est de se transférer à Paris. Et donc en 1967, avec sa fille, sa femme, il revient à Paris et il s'installe dans une petite maison du 14e arrondissement, avec l'idée d'y rester peut-être 3-4 ans, et finalement il va y rester 13 ans. Donc ça va être une partie très importante de sa vie, hein, parce que c'est les années vraiment centrales de sa maturité d'écrivain, d'homme, et c'est l'époque où il écrit, et ça il faut le dire, les 3 romans majeurs qui sont Les Villes Invisibles, et Si par un univers un voyageur, et le Château des Destins Croisés. Donc très grands romans, très grandes œuvres qui feront sa renommée mondiale. C'est grâce à ces 3
et notamment grâce au succès des 6 poèmes de l'hiver en voyageur, qui aura un succès mondial énorme, même en France, il y a un succès énorme, qui devient vraiment un écrivain international. Donc, si vous voulez, la période où Calvino vit à Paris, c'est l'époque où il arrive à Paris qui est un écrivain italien, reconnu et apprécié en Italie, et quand il quitte Paris, 13 ans plus tard, c'est devenu un écrivain international, connu partout dans le monde. Donc c'est la période aussi où son statut d'écrivain change. N'est plus l'écrivain italien, mais c'est un écrivain qui a l'auteur de Borges et d'autres grands écrivains connus partout dans le monde. Et voilà, et c'est pour ça que la période parisien est très très importante, parce que c'est vraiment l'éclosion d'un écrivain international. Et ça c'est un peu la thèse que je défends dans ce roman, enfin dans ces livres que j'écris, c'est que les contacts avec la culture française, et si vous voulez, après je vous dirai quelle est dans le détail la culture française qu'il fréquente à Paris, il a été absorbé par Calvino et restitué dans ces 3 grands romans que je viens de citer, c'est-à-dire Six poèmes de l'hiver en voyageur, Le vide invisible et Les châteaux de destin croisés. C'est-à-dire que pendant les années parisiennes, Calvino, qui a écrit un texte très connu qui s'appelle Érémite à Paris, peut-être que vous l'avez entendu, c'est un texte qui est sorti posthume, qui est là, l'Érémite à Paris. Et en fait, c'est un texte où Calvino parle de Paris. C'est un des rares textes où vraiment, c'est une vingtaine de pages, une quinzaine de pages, où il parle de Paris. Et où il dit, à Paris, je suis un ermite, je vois personne, c'est comme si j'avais ma maison de campagne, je m'occupe seulement d'aller acheter les fromages quand ma femme m'envoie faire les courses. En réalité, ce n'était pas vrai du tout. En réalité, bien sûr, Calvino n'était pas... C'était quelqu'un de très réservé, qui ne parlait pas beaucoup. Bien sûr, c'était un Tourinois très, très discret, qui n'était pas un tchatcheur romain ou napolitain, pas du tout. Mais en même temps, il avait une grande vie sociale, il avait une grande attention pour les autres, une grande curiosité. Et en particulier, à ce moment-là, il faut rappeler que Paris, en 1967, quand il arrive, c'est quand même encore la capitale de la culture. Ou en tout cas, elle est perçue partout dans le monde comme la grande capitale de la culture, beaucoup plus que New York, que Londres, que n'importe quelle autre ville au monde. S'il y avait une ville qui était considérée la capitale de la culture dans les années 60, et surtout par les Italiens, c'était Paris. Et donc, il arrive à un moment où la culture parisienne bouillonne, et en particulier, c'est la grande époque du formalisme, du structuralisme, de cette révolution des sciences humaines qui transforme la culture française et la culture mondiale à ce moment-là. Et Calvino, il se plonge complètement dans cet univers-là, qu'il avait déjà connu, parce qu'en tant qu'éditeur, il avait lu, il avait fait traduire, il avait eu des contacts directs avec certains des protagonistes de cette culture, mais là, il les fréquente. Il va au bistrot ensemble, il fréquente, pour dire, il avait connu Barre avant de venir à Paris, mais quand il est à Paris, il le fréquente. Il fréquente le séminaire de Barre à l'école pratique des hautes études. Donc ça veut dire qu'il va l'écouter régulièrement parce qu'il s'intéresse à ce qu'il dit, il s'intéresse à ses théories. Et la même chose il fait avec Lévi-Strauss, il va l'écouter au Collège de France, avec Lacan et avec d'autres qui sont les grands protagonistes de la culture de l'époque. C'est-à-dire que tout en racontant qu'il était un ermite, qu'il ne voyait personne, en réalité, il fréquentait énormément la culture française, en tout cas une partie de la culture française, celle qui lui intéressait. Par exemple, il n'avait pas de bon rapport avec Sartre, parce que pour lui, Sartre représentait, il se connaissait, s'il le rencontrait dans la rue, il se disait bonjour, il parlait 5 minutes, mais il a dit plusieurs fois qu'il ne comprenait pas Sartre, et de toute façon, pour lui, Sartre représentait encore l'engagement qu'il avait quitté. Lui, Calvino, comme je viens de vous le dire, peu à peu, il avait pris du recul par rapport à cette idée d'une littérature engagée, de l'engagement culturel, etc., de l'engagement politique, de plus en plus, tout en continuant à avoir une vision du monde et une éthique de l'écriture et une éthique de son engagement civique, si vous voulez, mais il avait pris des distances avec la politique. Et Sartre représentait, surtout à ce moment-là, à la fin des années 60,
il arrive en 67, en 68, il est en plein à Paris, Calvino, donc il voit tout ce qui se passe ici à Paris. Et donc pour lui, Sartre, qui respectait bien sûr, il considérait que c'était un grand écrivain, un grand intellectuel, mais il ne le comprenait pas et il n'avait pas vraiment des échanges intellectuels avec lui. Alors qu'avec la jeune garde du structuralisme, les Todorov, les Génette, les Grémas, et notamment Barthes, Kristeva, Solers, tous ces gens, tout ce monde qui fréquentent, parce qu'on voit dans ces lettres, parce qu'à l'époque, les écrivains écrivaient encore beaucoup. Donc il n'y avait pas de coup de fil entre l'Italie et la France, et les gens ils s'écrivaient. Et donc on a des milliers de lettres de Calvino, où il raconte qu'est-ce qu'il faisait à Paris, ce qu'il voyait, les livres qu'il avait lus, les livres qui l'intéressaient. Donc on peut reconstituer toute cette espèce de tissu culturel et intellectuel qu'il a fréquenté pendant une quinzaine d'années, 13 ans, à Paris. Et en particulier, et après je m'arrête si tu voulais dire quelque chose, en particulier, il y a à côté de ce monde, disons, de la culture structuraliste, etc., il y a l'Oulipo. Et là, c'est vraiment le cœur de la relation entre Calvino et la culture française. C'est-à-dire, vous connaissez l'Oulipo, c'est ce groupe voilà, ça veut dire ouvroir de littérature potentielle. C'est un groupe d'écrivains qui, à partir de 1960, autour de Queneau, François Lélyonnais, Marcel Benabou, Paul Fournel et d'autres, se rencontrent. D'abord de façon, disons, privée, entre eux, en général à l'occasion d'un grand déjeuner, et pour discuter de littérature, faire des essais d'écriture autour d'une idée que la littérature doit être une sorte de défi qui, à partir d'un certain nombre de contraintes décidées en amont, on essaye d'écrire un texte. Donc on décide d'abord les règles et on essaye d'écrire un texte en respectant ces règles. Voilà, ça c'est tout simple. Donc c'est une idée de littérature qui est un peu entre les mathématiques, la littérature, la poésie et le jeu. C'est pas un hasard si parmi les membres de l'Oulipo, il y avait des mathématiciens qui étaient intéressés à ça. Et donc Calvino rentre là-dedans, il connaît Queneau l'invite aux réunions de l'Oulipo. Calvino, il trouve une véritable famille, et il le dit plusieurs fois, les gens de l'Oulipo, c'est vraiment les gens avec lesquels je me sens le mieux, et leur façon d'écrire et d'imaginer la composition littéraire, la littérature, c'est celle qui me correspond le plus. Et voilà. Et donc, si vous voulez, les romans qu'il écrit à ces moments-là, donc, et je reviens des Villes invisibles, Si par un univers en voyageur et Le Château des Destins croisés, ils sont traversés par l'idée et la logique littéraire qui est celle du structuralisme et de l'Oulipo. Voilà. Donc, et ça, c'est vraiment très, très, très important. Et personnellement, c'est le Calvino que je préfère, parce que personnellement, je préfère Les Villes invisibles au Baron Perché, mais ça, c'est vraiment une question de goût personnel, sans aucun jugement de valeur. Mais ça, c'est le beau de la littérature, c'est que chacun aime ce qu'il aime. Enfin, je veux dire, Calvin, en plus, c'est vraiment un écrivain que pendant toute sa carrière littéraire de 1947 jusqu'à 1985, le moment de sa mort, il a écrit un certain nombre de textes qui sont très différents les uns des autres. Donc on peut aimer Marco Valdo et pas aimer Le Château des Destins croisés, on peut aimer Le Baron Perché ou Les Chevaliers pourfendus et ne pas aimer Palomar, etc. etc. Ça, mais bon, ça c'est vraiment une question de goût personnel. Personnellement, je préfère les œuvres des années 70, celles qui ont été écrites à Paris, mais voilà. Mais en tout cas, l'idée c'est ça, c'est qu'elles sont vraiment à partir, je pense, vraiment construites à partir de la culture française. Merci, justement. Au fait, on a la possibilité de t'avoir ici à Lyon aujourd'hui pour cette rencontre en français. Puis on pourra aussi continuer pour la partie en italien à l'Institut culturel italien. Et d'ailleurs, je crois que tu fais partie du comité pour les célébrations de Italo Calvino 2023.
donc c'est vraiment un gros privilège de t'avoir ici. Et d'ailleurs, n'oublions pas que la bibliothèque de l'Institut culturel italien de Paris est la bibliothèque Italo Calvino. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles nous, on est redevable à la période aussi parisienne, au-delà de la période turinoise, la période romaine d'Italo Calvino. Mais je te remercie pour avoir dit aussi les goûts personnels, parce que nous, au moins ma génération, notre génération, on a été un peu tous des enfants, au point de vue littéraire d'Italo Calvino. On a tous lu ses romans, ses livres. Moi, je me souviens, j'ai lu Les Fleurs Bleues dans l'édition française, parce que je faisais des études de littérature française. Et quand Eremite à Paris est sorti, je crois que c'est la première édition que j'ai achetée. Et j'ai vu, chacun retrouve un peu ses goûts, ses intérêts dans les livres de Italo Calvino. Moi, par exemple, mon préféré, c'est Una notte d'inverno, un viaggiatore, c'est une nuit d'hiver, un voyageur. Mais comme je travaillais à l'époque, quand j'étais à la fac, sur les auteurs français de l'Oulipo et les Sartre et le XXe siècle, il a traversé vraiment cette partie de vie à Paris, à côté de personnages que moi, j'ai bu ce livre, le livre Lo Scoiattolo sulla Senna, parce que j'ai trouvé vraiment toutes mes passions aussi et toutes les études. Avant de laisser un peu, je voulais justement, tu parlais tout à l'heure du fait de Eremita Parigi, les 20 pages qu'il a écrites sur Paris, mais ce n'est pas que Paris qu'il a mis sur ses pages autobiographiques de ce livre qui est sorti posthume, Eremita Parigi. Et là, il terminait sa petite description de sa vie. Il disait, en bas de chez moi, il y a une vieille ligne de chemin de fer, du réseau urbain, de la circolazione de l'anneau, la Paris Ceinture, quasi fuori uso, presque au-delà, qui n'est plus utilisé, mais 2 fois par jour, il y a encore un petit train qui passe, et donc je me souviens des versets de la Forgue qui disent « Je n'aurai jamais d'aventure qu'il ait petit dans la nature, le chemin de fer Paris Ceinture ». Donc il réutilisait aussi tous les poètes et les écrivains pour les mettre dans ses écrits même. Et avant de laisser peut-être la possibilité d'en savoir un peu plus sur cette période, et aussi vous donner la voix, la possibilité de poser des questions en français à Fabio. Il y a une partie dans ce livre Eremita Parigi où il parle de politique, et c'est une des rares pages où il parle de cela, et il raconte qu'il rentrait d'Amérique à Turin, et il y avait une série de leçons où on parlait de la différence entre fascisme et antifascisme. Et donc il retrouvait dans ce théâtre à Turin les visages de ce petit grand monde qui est l'antifascisme, les gens de la résistance qui étaient à nouveau ensemble, et même s'ils avaient pris chacun une autre vie, et il y avait plein de jeunes. Et bien, il dit, ebbene bello, ci siamo sempre e contiamo. Difatti di lì a poco qualcosa si è visto. Donc, il parlait de politique à Turin, en rentrant d'Amérique. Mais ce monde, après, il avait été déçu un peu de tout cela. Et aussi, la raison pour laquelle il est parti à Paris, c'est aussi pour rester à l'abri, pour rester caché, pour ne pas être
interpellé chaque fois qu'il y avait un événement, chaque fois qu'il y avait, parce qu'il était un peu le magister, l'arbitre peut-être, de toute situation politique, littéraire, actualité, et il était toujours interpellé. Donc c'était aussi pour cela qu'il était parti. Je me trompe? Oui, non, c'est sûr. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il avait décidé de prendre du recul parce qu'il ne voulait plus être sollicité en permanence en tant qu'écrivain. Vous savez, quand vous écrivez un livre, après on vous demande votre avis sur tout pratiquement. Hein. Et à l'époque, c'était un peu, il y avait encore ce rôle de l'intellectuel engagé auquel on demandait une vision du monde, une explication du monde. Et c'est vrai que Calvino, comme je l'ai dit, c'était un communiste. Tout quand il était jeune, il a participé à la résistance. Hein. Enfin, Calvino, il a pris les armes hein, contre le fascisme et les nazis. Hein. Donc, il a été forgé par cette expérience qui est restée une expérience fondamentale pour lui, pour toute la vie, même quand il s'est éloigné disons, de l'engagement politique direct, quand il a quitté le Parti communiste, quand il s'est intéressé à d'autres mondes et à d'autres visions de la littérature. Cette expérience était restée vraiment l'élément qui a fondé sa vie d'homme adulte. Donc ça, c'est vraiment important. Hein. Donc il la régnera jamais, et au contraire, comme tu le dis, voilà, ça va rester toujours quelque chose de l'antifascisme, c'est pour lui très important. Mais c'est vrai que, comment on peut dire, les modalités de son rapport au monde changent. Et je disais tout à l'heure qu'il était à Paris en 68, hein, donc il est là, en première loge, et regarde ce qui se passe. En plus, il a, disons, sa femme, Chichit, avait un premier enfant de son précédent mari, qui était un adolescent, et donc il participe au mai 68, aux manifestations. Donc en même temps, il est là avec les inquiétudes des parents vis-à-vis des enfants. Donc une fois, Marseille, on s'appelle comme ça, qui considérait Calvino comme un père, hein, parce qu'ils vivaient ensemble, etc. Il est arrêté par la police, donc ils vont le chercher pour le récupérer, faire un hôtel de police. Enfin, rien de grave, rien d'extraordinaire, mais bon, il est vraiment présent devant les événements de mai 68, mais Calvino, il a deux réactions vis-à-vis du mai 68. D'un côté, il dit « je ne comprends pas, c'est quelque chose qui me dépasse, je sens que le monde change, c'est une grande révolution, mais on risque de dire des banalités, on risque de dire de faire des analyses qui dans 3 mois, ils seront complètement dépassées. » Donc ça, c'est la première réaction. Et la deuxième, c'est après d'être très, très, très critique vis-à-vis du mouvement des étudiants, du mouvement de contestation, du mai 68, etc. Dans le sens que, pour lui, tout ce spontanéisme, cet appel à la liberté, interdit d'interdire, etc., il ne le comprend pas, et il pense que c'est même pas dangereux, mais c'est pas comme ça qu'on fait la révolution. Ça, c'est l'idée de Calvino. Hein. Peut-être que c'était son héritage communiste qui retournait. Et sa réponse au mai 68, sur lequel il ne s'exprime pas beaucoup, parce que de temps en temps, il y a des interviews où on lui demande quelque chose, mais pas beaucoup. Il s'exprime un peu dans les lettres, il y a des lettres, parce qu'effectivement, les amis italiens lui demandaient mais qu'est-ce qui se passe à Paris. Alors là, il raconte, il décrit ce qu'il voit, mais en général, il n'est pas. Et sa façon de répondre au mai 68, c'est une façon à la Calvino, effectivement, c'est-à-dire que lui, il s'intéresse à une autre forme disons, de révolution, entre guillemets, qui est la révolution de Fourier, Charles Fourier, le philosophe socialiste utopiste, qui était totalement inconnu en Italie à l'époque. Et à ce moment-là, Fourier est, comment on peut dire, remis au goût du jour par les mouvements de 68, hein, parce qu'il est considéré un précurseur de certaines des revendications du mouvement du mai 68. Hein. Barthes écrit des textes sur Fourier à ce moment-là. Calvino connaît Barthes, donc il connaît les textes qu'il est en train d'écrire. Donc il y a un intérêt pour ce penseur, pour ce philosophe, et Calvino, il commence à faire un long travail pour préparer une anthologie des textes de Fourier à publier en Italie chez Einaudi. Et il écrit une longue préface, il fait des études là-dessus. Et il dit, c'est ma réponse au mai 68. C'est ma façon de m'engager dans ce grand changement du monde qu'on est en train de voir.
Mais c'est une façon différente, c'est-à-dire c'est pas le spontanéisme, mais c'est une façon de considérer le changement, la révolution, avec de la radicalité, mais qui est de la radicalité pensée, rationnelle. Il est contre l'irrationalisme, contre le spontanéisme, contre le refus de toute règle, mais au contraire, il considère, et ça, vous savez, Fourier, il était à la fois mathématicien et penseur, que les règles sont importantes. Et là, il revient aussi Oulipo, cette idée que les règles sont toujours importantes. Et sa façon de répondre, et il a dit, ma réponse à mai 68, c'est mes études sur Fourier et les tentatives de le faire connaître en Italie. D'un point de vue éditorial, ça sera un échec retentissant. Et d'ailleurs, Calvin l'écrit dans plusieurs lettres, il dit « Je me suis tellement donné du mal pour préparer cette anthologie, pour écrire sur Fourier, pour le faire connaître. Personne ne s'est intéressé à ça. Ceux qui étaient un peu les spécialistes et philosophes, ils m'ont tout de suite fait comprendre que ce n'était pas mon domaine, qu'il ne fallait pas que je m'en occupe. Les autres n'ont même pas vu. Ceux qui faisaient la contestation, ils n'ont pas pris en considération. Donc en fait, c'était un énorme échec pour lui, mais c'était sa façon de répondre aux événements. Et pour terminer encore sur la politique, c'est vrai que pendant les années 70, à fur et à mesure, on a l'impression d'un Calvino de plus en plus détaché de la réalité. Parce que si vous regardez Les Villes Invisibles, si vous regardez Si par un univers un voyageur, ou Le Château, etc., on a l'impression que c'est des textes qui se sont éloignés de la réalité, même si le côté conte des fées, fable, était toujours présent dans sa façon d'écrire. Mais il y a toujours une réflexion sur le monde qui est devant lui, même si c'est une réflexion qui est, comment on peut dire, transférée dans d'autres registres, parce que si vous prenez le final très célèbre des Villes Invisibles, vous savez que les Villes Invisibles, c'est des descriptions des villes que Marco Polo a vues pendant ses voyages et qui raconte au Grand Khan. Entre une séquence de descriptions et l'autre, il y a les dialogues entre le Grand Khan et Marco Polo qui parlent justement des voyages, de l'ailleurs, de qu'est-ce que c'est une ville, qu'est-ce que c'est le bonheur, qu'est-ce que c'est voir, qu'est-ce que c'est d'écrire, etc. Et à la fin, il arrive à parler de l'enfer, parce qu'il disait l'enfer c'est ici et aujourd'hui, maintenant. Et là, il y a un texte très célèbre de Calvin, et c'est vraiment la chute du roman, qui dit mais il y a plusieurs façons de se rapporter à cet enfer, de réagir à cet enfer. On peut d'un côté l'accepter, comme beaucoup de gens y font, et en profiter, mais on peut aussi essayer de voir à l'intérieur de l'enfer ce qui n'est pas enfer et essayer de le faire vivre. Et ça, c'est la réponse politique de Calvino dans les années 70 au monde qui est devant lui. Je crois que nous avons 5 minutes parce qu'à 18h30, on va continuer cette conversation en italien. Non, on est italien, on parle français entre nous, c'est un peu bizarre, mais je vous laisserai la possibilité de faire une ou deux questions, de poser une ou deux questions. Si vous êtes intéressé et si vous lisez en italien, il y a la signature, la dédicace de Fabio Gambaro sur son livre à l'Institut, et éventuellement, s'il y a quelqu'un qui ne peut pas venir à l'Institut, on pourrait le faire ici même. Si vous avez une question avant de conclure cette rencontre sur Italo Calvino. Peut-être encore par rapport à une question qui restait un peu en lisant le Scoiattolo sur la Seine. Combien de temps tu as mis pour ce travail, pour réaliser toute cette écriture? Non, en fait, pour l'écrire, pas trop. J'ai commencé en juin et j'ai rendu le manuscrit, le texte en décembre à mon éditeur. Mais en fait, je m'intéresse à Calvino depuis longtemps. Bon,
peu parce que j'habite à Paris, un peu parce que j'ai bien connu sa femme, Chichita, qui a vécu longtemps à Paris. Chichita est décédée il y a 4 ans maintenant. Et donc je la connaissais assez bien. Donc à plusieurs reprises, j'ai pu l'interviewer. Elle m'a raconté pas mal de choses sur elle, sur Calvino, sur leur vie parisien, etc. J'ai eu l'occasion de connaître d'autres personnes qui ont connu Calvino à l'époque. Personnellement, je ne l'ai jamais connu, parce que moi, quand je suis arrivé à Paris, Calvino était déjà mort. Calvino est mort en 85, moi je suis arrivé à Paris en 90. Et voilà, et donc ça faisait depuis longtemps que d'une façon ou de l'autre, je m'étais un peu intéressé à cette période parisienne de Calvino. J'avais participé un peu au rock à Rome, où j'avais déjà un peu fait des études là-dessus. Donc j'avais pas mal de matériel que j'ai un peu... voilà, j'ai récupéré tout ça. Et puis pour ces romans, je suis allé chercher certaines personnes que j'avais jamais interviewées. Par exemple Marcelo, le fils de Chichita, que j'avais croisé une fois, mais avec qui j'avais jamais parlé. Donc j'ai lui fait une longue interview, qui vit encore à Paris. Certains gens de l'Oulipo, Pénapou et Fournel, que j'ai pu interviewer. Renzo Piano, vous savez, l'architecte qui a fait le centre Pompidou, à l'époque, pendant qu'il faisait le centre Pompidou. Il a fait quelque chose à Lyon, hein. Il a fait aussi à Lyon. Voilà. Non, mais je cite le centre Pompidou parce qu'à ce moment-là, au moment où il construit, il y a la construction du centre Pompidou à Paris, c'est la période où il fréquente Calvino. Et en plus, ils sont tous les deux de la région de Gênes, de la Ligurie, et donc ils ont quand même des trucs, et donc ils se croisent. Donc Piano m'a raconté, parce que tout à l'heure je disais, il voyait les Français, mais Calvino voyait aussi beaucoup d'Italiens qui habitaient déjà à Paris à l'époque ou qui étaient de passage à Paris. Donc il y avait quand même aussi ce lien avec la culture italienne. Donc voilà, j'ai fait un certain nombre d'entretiens avec des gens qui m'ont raconté des choses, qui m'ont... Voilà, donc j'ai mis tout ça ensemble et j'ai fait... Okay, voilà. Il y a peut-être une petite question là, professeur Corno. Comment et pourquoi a pris fin la période parisienne de Calvino? Alors, il est rentré en Italie en 1980. Alors, pourquoi? Là aussi, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a une raison tout à fait matérielle, des questions d'argent. Parce que, à l'époque, Calvino est un écrivain célèbre, qui gagne bien sa vie, mais il gagne sa vie en lire italienne. Et il vit à Paris en francs français. Et à l'époque, la politique monétaire de l'Italie, c'était de dévaluer tous les 2-3 ans pour être un État compétitif, avoir une économie compétitive. Donc Calvino se retrouvait à plusieurs reprises avec son pouvoir d'achat, comme on dit aujourd'hui, décourté de 10%, de 20%, de 15%. Et c'est une question qui l'angoisse. On commence à voir à partir de 1900... Déjà à moitié des années 70, en 75, il commence à écrire à certains de ses amis en disant « Je ne sais pas si je pourrais continuer à vivre à Paris parce qu'avec toutes les dévaluations de la lire, j'ai de plus en plus de problèmes. Heureusement que Chichita travaille ici en France et donc il gagne de l'argent en français. Mais, et donc ça, c'est une question qui revient. Ce n'est pas une fois, 2 fois, ça revient systématiquement. Donc ça devait être vraiment un problème. Et même sa fille... Giovanna Calvino, qui aujourd'hui c'est une dame qui a une 60aine d'années, elle me l'a confirmé. Effectivement, c'était un problème. À la maison, à Paris, les dernières années, cette question de l'argent, du fait d'avoir pas d'argent, ça revenait sans cesse. Donc ça devait être un problème. J'ai jamais vu les comptes en banque de Calvino, mais je pense que c'était un problème. Mais comme toujours, il y a une raison matérielle et puis il y a quelque chose d'autre. Je pense que la transformation de Calvino, que je disais tout à l'heure, d'écrivain italien à grand écrivain international, avait changé son statut. Et même sa perception en Italie. En Italie, il était perçu maintenant différemment. Et peut-être qu'il avait envie de revenir en Italie, après 13 ans, pour peser sur le débat intellectuel et culturel italien, mais avec un autre statut maintenant. Et c'est pas un hasard s'il va vivre à Rome, et pas à Turin ou à Milan. Finalement, il n'avait pas de grands liens avec Rome. Et quand il parle de Rome, par exemple dans Palomar, il y a une description de Rome qui est terrible. Enfin, donc il ne devait pas du tout aimer Rome. Mais il a choisi Rome parce que c'était la capitale, c'était le centre de l'Italie, etc. Et donc probablement il y avait cet ensemble de raisons, même si apparemment, ça, Chichita nous l'avait dit, il avait dit le projet c'était de revenir à Paris, un peu plus tard. Et Calvino, dans la dernière interview
qu'il a donné à Maria Court. En parlant des villes, à un moment, il parle de Paris et dit c'est la ville à laquelle je suis le plus attaché et où, si je pouvais choisir, je voudrais mourir. Bon, ça n'a pas été le cas parce qu'il est mort en Toscane, malheureusement, mais effectivement, il y avait ces liens très forts avec Paris. Donc il était rentré, mais il avait encore l'idée de revenir peut-être. Et entre 1980, quand il est rentré à Rome, et 1985, quand il est mort, il a de toute façon fait plusieurs voyages à Paris. Il a continué de fréquenter les réunions des Loulipo. Donc les gens des Loulipo m'ont dit qu'ils fixaient le jour de leur réunion en fonction des voyages de Calvino, parce qu'ils aimaient beaucoup la présence de Calvino. Donc voilà, les liens avec Paris, il a continué d'exister, d'être très fort. Je crois qu'on peut remercier Fabio. C'est moi qui vous remercie. Et je vous invite, si vous voulez, à venir avec nous en métro à l'Institut. On va revenir un peu rapidement